passer après Norbert, c'est quand même compliqué. Hein. Je l'écoute et en fait, il m'a complètement saboté ma présentation parce que je parlais d'un machin. Le machin, c'est effectivement le leadership. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai parlé à Maxime. Ça doit être la 3e ou 4e fois que je viens. Moi, je suis émérite, c'est-à-dire que je fous rien, que je suis à la retraite, enfin un peu active. Et je lui ai dit, j'ai envie quand même de rebondir sur une des tribunes que j'ai publiées dans HBR en novembre 2023, parce que cette question du leadership, ça m'a toujours gonflé, pour être très franc. Quand vous regardez, vous voyez le nombre de publications sur Amazon de bouquins qui ont été publiés depuis une quarantaine d'années, on arrive à plus de 50 000 livres avec le titre de leadership. Je suis pas sûr, si on avait eu la version allemande du mot leadership, c'est-à-dire Führer, je ne suis pas sûr qu'on a eu autant de bouquins. Alors, et puis, c'est parti aussi d'une idée, une expérience personnelle à HEC, où dans un aéropage de professeurs, c'était à peu près il y a une quinzaine d'années, on présente le nouveau programme de l'Executive MBA, dans lequel j'avais à l'époque 4 jours de Human Resources. Vous voyez, qu'elle parlait d'un truc qui est presque honteux dans un programme d'Executive MBA, et le séminaire se passait très bien. Et puis je vois mon collègue, le patron du programme Executive MBA, dévoiler le programme, le nouveau programme, et me sabrer 2 jours sur les 4 que j'avais sur l'ensemble du programme. Je pousse un coup de gueule quand même, parce que je suis un peu un sanguin. Il me dit, mais t'inquiète pas Charles-Henri, regarde la ligne d'en dessous. Et la ligne d'en dessous, c'était un miracle, 2 fois plus de journées consacrées au leadership. Et dans un silence de mort, je dis, leadership equals bullshit. J'avais 2 profs de leadership à côté, juste à côté de moi, dans cette salle où il y avait à peu près une 60aine de profs, le marketing, finance, etc. Et quand vous voyez la tête de ces 2 profs, vous vous demandez pourquoi et comment ils enseignent le leadership. Bon, tout ceci étant, évidemment, je veux dire, je ne vais pas détruire cette idée, ce machin, comme le dit Norbert, qu'est le leadership. Simplement, je vais reprendre quelques idées. Par exemple, alors, vous voyez, j'ai fait générer par l'IA générative. Je lui ai demandé, donne-moi l'image d'un mec, enfin, pas d'un mec, d'un leader. Alors, il m'a sorti un homme, évidemment, pas très bien rasé, mais c'est la mode. Et c'est pas comme moi. Moi, je suis un vieux, hein, je suis toujours rasé. Et puis, vous voyez, hein, il a un visage, ça marche pas? Oh. Bon, bah écoutez, je vais derrière là. Il y a un problème? Non, ça veut plus avancer là. Bon. Alors, je vais le faire. Hein. Bah voilà. Autrement dit. Non, mais slide suivant. Oui, slide. Okay. Je suis un prof. D'ailleurs, je crois que l'année dernière ou il y a 2 ans, je l'avais montré. Tout ce qu'on vient d'entendre, si vous réfléchissez à ce qu'a dit Norbert quand il parle de programmes standardisés, etc., coordonnés, fait référence à des modèles de management. Et ce que vous avez à l'écran, c'est à peu près une centaine d'années de l'histoire du management, c'est tout. Et je l'ai résumé avec c'est un livre qui était paru, publié par mes collègues de l'ESCP. Et en fait, quand vous voyez le mot Taylor, tout le monde parle de système taylorien. Sauf que, et je le dis en permanence, et je l'ai dit devant des dizaines de groupes de par le monde, dans des séminaires que j'ai pu animer, Taylor, tout le monde parle de division horizontale du travail. Sauf que le point le plus important du Taylorisme et la grande innovation du Taylorisme, ça a été évidemment la division verticale du travail. Et ce que vient de dire Norbert, si vous réfléchissez à ce qu'il a dit sur le modèle PSC, etc., c'est ni plus ni moins une résurgence ou une permanence du modèle taylorien. C'est-à-dire, je te dis quoi faire et tu exécutes. Point barre. Ça, c'est Taylor. Et puis tous les autres que vous voyez motivés, tout le monde parle de Maslow qui n'a jamais été démontré, mais Maslow, c'est quand même utile puisqu'on parle de 5 niveaux de modèle. Et ce matin, c'était notre deuxième intervenant que j'ai entendu dans la matinée, a dit... L'école dont je suis fanat, c'est l'école de la contingence. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Il y a du monde à côté. L'école de la contingence, c'est l'adaptation, c'est tout. C'est évidemment l'entreprise doit s'adapter à son environnement. Et puis le dernier, c'est la responsabilisation. Et c'est celle-là peut-être qui va un peu plus nous intéresser. Alors, voilà, ça marche. Le bullshit managérial. Alors, c'est vrai que j'aurais dû citer le bouquin de Loïc, hein, il est au premier rang. J'aurais dû le citer pour lui faire de la pub, parce que je le connaissais pas, je l'avais vu se passer dans la presse, mais j'ai pas eu le temps de le regarder. Alors je l'ai acheté, je viens de regarder des conseils, et par exemple Loïc fait un chapitre complet sur l'illusion de l'entreprise libérée. J'ai adoré.
Je l'ai lu très rapidement au déjeuner. Ça, c'est très important. Par contre, tu dis des choses pas trop mal sur la confiance. Hein. Donc, je vais en dire un mot. Là, la bonne nouvelle, c'est que je vais dire un mot sur la confiance. Alors, c'est Genoux, dans ce bouquin paru en 2023, il dit pourquoi est-ce que on parle de bullshit, des concepts vaseux, on vient de l'entendre, c'est des machins, des effets néfastes pour l'organisation des individus. Et en fait, pour l'organisation et les individus, on a exactement ce qu'on vient d'entendre avec Norbert, c'est exactement ce qui se passe, des promesses non tenues. Hein, et évidemment des études empiriques qui ont jamais vraiment monté Alors le leadership bullshit, je me suis basé pour cette tribune et puis sur certaines réflexions sur un livre publié par un prof de Stanford que je connais très bien, qui s'appelle Leadership. Alors, il s'appelle Leadership BS. C'était la première fois que je voyais un bouquin qui vraiment critiquait ce concept de leadership. C'était intéressant. Donc BS veut dire bullshit, j'ai oublié de le dire. Et alors, vous voyez, il dit la déconnexion entre ce que les leaders disent, ce qu'ils font, la déconnexion entre les prescriptions de l'industrie et du leadership et la réalité. Parce que ce que dit évidemment Pfeffer, c'est qu'il y a toute une industrie autour du leadership. On vous fait des milliers de séminaires de leadership, y compris dans ma propre institution, et je suis pas sûr que l'impact soit vraiment au rendez-vous. Et d'ailleurs, c'est un petit peu comme ça que j'avais proposé là dans la thématique. Donc, évidemment, on a des soucis. Alors, vous voyez, je suis pas non plus totalement négatif. Je vais dire, il faudrait en sortir un petit peu. Et ce que je dis, c'est la confusion entre le normatif et le descriptif. Évidemment, ce que vous avez, et j'ai adoré ce qu'a dit tout à l'heure Norbert, la différence entre ce qui est prescrit et ce qui est réel, c'est dans le réel qu'on voit les choses. Et là, je prends l'exemple de Mirgé, là, le patron et Elon Musk. Vous voyez, les deux sont des leaders, mais ils ont peut-être pas les mêmes postures. Évidemment, il y a quelque chose qui me gonfle depuis beaucoup d'années, voire de décennies, c'est cette différence entre leader et manager. Évidemment d'abord on a besoin des deux, et qu'on est par moment dans des instants de vie plus manager, dans d'autres plus leader, mais évidemment qu'on est, je dirais, on n'a pas cette distinction, parce que toute la littérature sur le leadership, c'est dire les managers, c'est les bases œuvres, les leaders font ce qu'il y a de mieux. La cohérence, je vais revenir là-dessus, parce que la cohérence entre les discours et les actes, je crois pas à des leaders qui ont une qualité de leadership que je reconnais. C'est pour ça que je parle d'humilité et d'authenticité. S'il n'y a pas cette cohérence. Et puis, au bout du bout, il y a quand même des impacts à mesurer. Alors, vous voyez, je vous ai pris dans la même industrie deux personnes. Attention, je n'ai rien contre Carlos, l'autre Carlos. Je parle pas de Ghosn, je parle de Tavares, là. Hein, mais quand en avril ou en mars, on annonce un salaire de 36 ou 38 millions d'euros, j'ai oublié, pendant ce temps, des gens à l'intérieur de Stellantis me disent qu'on sert tous les budgets, on est dans des situations complètes. L'autre, Jean-Dominique Senard, je vais en dire un mot, parce que pour moi, c'est personnellement, ça fait 20 ans que je connais Jean-Dominique. Hein, on est exactement de la même année de naissance. Lui, il a fait HEC, moi j'ai jamais fait HEC, j'étais prof HEC. Mais quand vous rencontrez pour la première fois ce monsieur, Jean-Dominique Senard, la première fois c'était une vingtaine d'années, dans un programme qu'on avait monté avec Le Monde, c'est le seul grand dirigeant, un programme, c'était un trophée, le seul grand dirigeant en 10 ans qui s'est assis en début de la soirée qu'on organisait et qui a écouté les autres entreprises. Aucun des autres dirigeants, pendant 10 ans, a eu cette démarche puisque 5 cas d'entreprise présentés dans la première partie, et vous aviez évidemment une entreprise qui gagnait le Grand Prix. Comme par hasard, cette année-là, c'était Michelin, mais ils ne le savaient pas. Donc cette modestie, cette humilité et cette authenticité, je l'ai encore revécu il y a 2 mois, 2 mois et demi, juste avant l'été, quand j'ai fait une interview avec lui de 45 minutes dans son bureau chez Renault pour un programme qu'on a monté au Collège des Bernardins. On a passé 45 minutes ensemble. Une fois de plus, il m'a bluffé. C'est pour ça que je pense que ce monsieur, qui est pourtant pas très jeune, hein, représente l'avenir du leadership. Alors, maintenant, il y a quand même en avant, alors, c'est Maxime qui m'a proposé ce titre, en avant l'humilité et l'authenticité. Très bien. Alors, j'ai demandé à Dali de me sortir 2 visages, vous voyez, quand même. Eh bien, voilà. Alors, vous voyez, remarquez qu'ils ont les cheveux un peu grisonnants, ils sont déjà matures, etc. Et ils sont habillés très simplement. Hein.
Alors pourquoi je dis un mot? Encore une fois, c'est quelques idées, mais cette authenticité. Alors j'ai rajouté le mot empathie. Alors c'est vrai que tout à l'heure Norbert, je crois l'a mentionné, c'est sans doute un autre machin, mais c'est véritablement ce qui me semble être une des valeurs cardinales de ces personnes qui, je dirais, que l'on suit quelque part. Et ce qui me paraît très important, c'est ce que je viens d'entendre encore une fois avec Norbert, c'est quand il dit finalement, il parle de trésor de la compétence collective, cette capacité. Si on est capable d'être authentique, attention, il y a une forme d'authenticité. D'ailleurs, j'avais écrit un autre papier, vous l'avez peut-être lu dans Entreprise et Carrière, c'était en décembre 2022, quelques mois avant que Entreprise et Carrière ferme, comme vous le savez, ce journal a fermé. Eh bien, je prends quand même l'exemple d'un autre leader authentique, Elon Musk. Il est authentique. Bien sûr qu'il a une forme d'authenticité, sauf que c'est pas exactement l'authenticité dont, voilà. Et puis, l'empathie. Alors, la notion d'empathie est intéressante parce que Sodexo, je ne sais pas s'il y a des personnes de Sodexo dans la salle, a initié un programme qui est un programme de transformation qu'ils ont appelé leadership empathique et collectif. Et ce qui est très intéressant, je connais bien les autrices, ce sont 2 femmes qui ont lancé le programme à l'intérieur, et je peux vous assurer que là, on a quelque chose de très intéressant parce qu'on touche également à l'authenticité. Et puis, humilité et vulnérabilité. Alors je mets le mot vulnérabilité, j'aime bien ce mot, parce que vous allez voir, c'est celui qui définit la confiance. Pourquoi est-ce que j'associe vulnérabilité et confiance? Quand on fait confiance à quelqu'un, on se rend vulnérable. Et ce mot, il a pas vraiment sa place dans nos écoles, et en particulier la mienne. Je veux dire, on ne prend pas aux gens à travailler sur leur vulnérabilité. C'est pas du tout l'esprit d'une grande école comme la mienne, celle que j'ai connue. C'est bien l'inverse qu'on essaye de faire, justement. Les choses sont en train d'évoluer avec les jeunes générations. Hein. Et puis vous avez évidemment cette notion de servant leader, c'est se mettre. Alors, juste pour un petit détour, et puis je vais vous montrer. Est-ce que j'aurai 5 minutes pour la petite vidéo? Je voudrais montrer Jean-Dominique. On a sorti un livre. Alors, je croyais l'avoir ici. Je peux même pas le dédicacer parce que j'en ai même pas un exemplaire. C'est le management par la confiance qui avait été publié chez Erol pendant la pandémie en septembre 2020. Et dans le premier chapitre, mon jeune collègue de l'ESCP, qui est aujourd'hui directeur d'une école à Hanoï, une école franco-vietnamienne à Hanoï, qui a été un de nos étudiants doctoraux, qui s'appelle Fabian Geuser, écrit un superbe chapitre. Vraiment, un superbe chapitre. Et ce qu'il dit dans ce chapitre, il dit la première caractéristique de la confiance, c'est justement cette vulnérabilité. Et j'étais bluffé par la qualité. Donc, si ça vous intéresse, et vous avez dans ce petit bouquin, si vous le trouvez chez Vibert, vous trouvez à peu près une vingtaine de témoignages de dirigeants. Et qu'est-ce qu'on y dit? On y dit que les rôles de la confiance, c'est pour faire toutes ces choses-là. Bon, c'est pas très étonnant. Hein. Faire de la confiance un outil, un levier pour travailler sur ces questions-là, pourquoi pas? Et on a parlé depuis ce matin d'ambiguïté, de complexité. Tout à l'heure, Jérémy, là, le keynote de premier de ce matin très tôt, parlait. C'est plus le mode de VUCA. Il parlait de BI. Ça va me revenir. Bon, bref, c'est important. Et ce qu'on a fait dans ce bouquin, c'est qu'on a proposé, là vous avez même pas toute la liste, on a 30 leviers de création de la confiance. Il y en a un sur lequel je vais vous juste mettre l'accent, c'est le mot prévisibilité. Et pourquoi je vais en parler? C'est parce que c'est évidemment ce que disait un sociologue proche de Norbert dans la même école. Je ne sais pas si Norbert est là, il sera d'accord. C'est évidemment François Dupuis que j'imagine vous avez peut-être lu. François Dupuis malheureusement nous a quittés en mars 2024. Et ce que vous avez avec François Dupuis dans son dernier livre qui s'appelle On ne change pas une entreprise par décret, il dit la confiance se construit sur la notion de prévisible. Quand je me rends prévisible, je crée la confiance. Alors, la toute dernière chose, c'est Michelin. Je voudrais terminer avec ça. Michelin, c'est un cas. Alors, on peut parler. Alors, est-ce que c'est un machin, la responsabilisation? Peut-être. Mais il y a quand même des sacrées choses qui sont passées dans cette entreprise de 117 000 collaborateurs. Et le mot responsabilisation est un mot qu'aujourd'hui Jean-Dominique Senard prononce à tout bout de champ.
Imaginez que Jean-Dominique Senard, qui est arrivé chez Renault en 2019, la première visite qu'il a faite d'une usine Renault, il nous l'a dit plusieurs fois, il nous l'a dit à titre personnel en 2019, c'était l'impression d'être en Corée du Nord. Tous les gens étaient à la sortie, à l'entrée de l'usine, en randonnion, etc. Il a dit, calmez-vous, je vais d'abord voir les ouvriers. Je veux leur parler, je veux savoir ce qu'ils font réellement. Donc vous voyez, vous avez une entreprise qui est formidable, et je voudrais qu'on termine avec 3 minutes, si on m'entend, 3 minutes de la vidéo. Être soi en entreprise, en gros, c'est ça. C'est un discours qu'il a fait à HSC il y a 2 ans. Le second, c'est être avec en entreprise. Écoutez-le quelques minutes. Et alors là, chers amis, vous n'échapperez pas avec moi à une forme d'éloge de l'action collective. Vous venez de sortir d'un exercice dont il faut bien convenir entre nous qu'il est un peu individuel. Une forme de compétition. Bon, c'est pas très grave. L'important, c'est de maintenant changer le principe. Il vous faut désormais, en quelque sorte, faire la bascule, parce que le monde de l'entreprise est un monde collectif. La victoire, si on peut parler de victoire, est toujours collective. La meilleure image qui me revient, vous savez, chaque fois que j'évoque ce sujet, c'est celle des équipes de rugby. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec ce sport, mais c'est aussi vrai pour d'autres. Chacun sait que le véritable héros dans une équipe de rugby est celui ou celle qui passe le ballon au bon moment pour que quelqu'un puisse aller marquer l'essai. Ne vous y trompez pas, c'est pas forcément celui qui marque l'essai, c'est celui qui a fait en sorte que le ballon puisse venir. Et pour tout vous dire, même si aujourd'hui peut-être ce que je vous dis vous paraît un peu complexe, vous pouvez considérer que vous aurez atteint le sommet de la sagesse professionnelle le jour où vous pourrez considérer que votre succès a été de faire réussir les autres. Convenons entre nous que c'est pas forcément facile, que c'est pas forcément naturellement humain, et pourtant, c'est comme cela que vous serez reconnus. Je vous le dis, la grande sagesse, c'est cette question de la solidarité et de vous dire j'ai réussi, mais en réalité c'est parce que j'ai fait réussir les autres. Merci, on va arrêter là. Tous les systèmes. On va arrêter là. Tous les systèmes de management dont on Voilà. Ce qu'il dit là, tous les systèmes, vous savez ce qu'il dit? Il dit exactement ce que vient de dire Norbert. Tous les systèmes ont été calés sur du command and control. Et nos formations, je veux dire qu'on fait. Donc voilà. Et la toute dernière chose, on peut peut-être montrer le slide suivant. Je voudrais juste faire un petit clin d'œil avec l'expérience collaborateur, parce que ce matin Maxime nous a dit que c'était le thème quand même de. Est-ce que vous pouvez passer? Ah pardon, c'est moi qui. Voilà. J'ai piqué un truc quelque part. Quand on parle de symétrie des attentions, on ne dit rien d'autre, c'est s'occuper correctement de ses collaborateurs, un peu comme vient de le dire évidemment Jean-Dominique Senard. Eh bien, ça a un impact direct sur les clients et vice-versa. Je veux dire, tout s'enchaîne. Cette notion de symétrie des attentions. Et si j'avais un exemple à donner, et je termine, il y a un dirigeant indien, je crois que j'ai déjà dit l'année dernière ou il y a 2 ans, qui avait publié ce livre que j'ai trouvé formidable quand je l'ai lu le mois de sa sortie chez Harvard Business Press. C'est Vinit Nayar, employé d'abord, client ensuite. Quand vous lisez ce livre, qui a été republié en 2018 en France, il ne dit rien d'autre quand il dit employé d'abord, client ensuite. Il faut absolument, sérieusement s'occuper de nos collaborateurs, pas seulement ceux qui sont en contact client, tous les collaborateurs, leur donner du pouvoir d'agir. C'est eux qui sont les mieux à même de prendre les bonnes décisions pour satisfaire nos clients. Merci.